mais sinon, les premiers mois de l'année, tous les derniers lundis, il y a eu un partenaire donc différent. Voilà, donc heureux de vous retrouver après une longue pause et j'espère que vous allez tous bien. Donc, comme presque tous les lundis de chaque mois, on propose aujourd'hui la présentation de l'ADIL 13 et plus spécifiquement sur la partie donc d'adaptation du logement. On remercie Monsieur Godefroy, qui est conseiller juriste, si je ne dis pas de bêtises, qui va donc animer l'intervention qui va suivre. Bien sûr, peut-être que vous connaissez déjà le partenaire ADIL 13, ça ne se limite pas que à cette partie-là. Mais voilà, Monsieur Godefroy pourra effectivement échanger sur un petit peu tous les contours de la deal avec ce focus effectivement sur l'adaptation. Pour rappel, les rendez-vous pro, c'est donc une rencontre entre professionnels qui a lieu tous les derniers lundis de chaque mois, ou presque, qui est donc proposée aux professionnels et qui met justement en lumière un partenaire, un acteur, un dispositif ou autre que vous avez souhaité rencontrer. Je ne sais pas si vous étiez là, donc le premier rendez-vous pro, donc au mois de janvier, on avait fait une petite enquête qui avait fait ressortir différents acteurs. Et c'est vrai que la Distress en faisait partie, donc c'est pour ça qu'il y a cette intervention aujourd'hui. L'idée donc de ces rendez-vous pro, c'est aussi que ça soit des réunions flash, pas plus d'une heure, donc entre l'intervention et le temps de questions-réponses pour vous prendre le moins de temps possible, tout en pouvant vous apporter du contenu, du concret, de l'essentiel et de l'efficace. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait voilà, que ça soit à peu près timé sur une heure pour pouvoir aller à l'essentiel. Bien évidemment, comme vous l'avez vu, là, les rendez-vous pro sont donc enregistrés. Ils vont pouvoir intégrer donc la chaîne YouTube de Provence Santé Coordination, que vous pouvez d'ores et déjà aller voir parce qu'il y a les 6 premiers donc qui sont disponibles. Et n'hésitez pas donc à vous abonner pour être informé donc des nouveaux ajouts et de tout ça. D'ailleurs, j'en profite pour vous le rappeler, si vous ne souhaitez pas donc apparaître à l'écran, soit avec la caméra et le micro, on vous invite donc à les désactiver et à continuer à converser avec nous via la partie donc conversation de cette salle Teams pour pouvoir échanger donc avec Monsieur Godefroy, qu'on remercie une nouvelle fois et que je vais lui laisser la parole pour débuter. Merci Monsieur Morias. Bonjour à tous, Godefroy Armand, donc juriste à la DIL des Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui, j'interviens sur la présentation de l'adaptation du logement, donc sur le volet financier, les aides qui existent évidemment, mais aussi le volet un peu plus réglementaire, notamment dans la partie relation propriétaire-bailleur-locataire qui peut avoir lieu, puisque c'est quand même le cœur du métier de la DIL, comme on va le voir, c'est le volet juridique principalement. Alors, on va commencer en évoquant qu'est-ce que la DIL des Bouches-du-Rhône? Alors, c'est une association départementale d'information sur le logement qui a vocation d'offrir au public un conseil juridique, financier et fiscal sur tout ce qui va toucher à l'habitat. Donc, ça va de la location au conseil sur l'urbanisme. C'est assez large sur le volet juridique. On a notre mission, enfin nos missions qui sont effectuées sous l'égide de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Donc, c'est le réseau ADIL-ANIL. On évolue dans le cadre de ce réseau. On est indépendant, mais en même temps, on fait partie du réseau. Notre fonctionnement et nos missions sont prévus par le code de la construction et de l'habitation et on est conventionné par le ministère chargé du logement puisque, c'est à l'initiative de ce ministère qu'on avait été créé dans les années 70. Plus particulièrement sur le volet rénovation et adaptation, la DIL 13 fait partie du réseau des espaces Conseil France Rénov'. Hem, donc ce réseau attends, excusez-moi, j'ai un problème avec le PPT, voilà. Donc nous, on a été créé en 2003, excusez-moi. On a en moyenne 25 000 consultations effectuées, avec plus de 11 juristes et sur 30 lieux de permanence. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'on fait le plus gros de notre volume de consultations par téléphone, puisque c'est, sur des horaires d'ouverture de 9h, 12h30 du lundi au vendredi et on a tendance à, oui, effectuer, facilement 2/3 de nos consultations, si c'est pas les 3/4, sur les permanences téléphoniques. Après le reste, on va l'effectuer sur notre réseau de permanence et en rendez-vous, présentiel naturellement. Donc sur le volet rénovation et adaptation, on intervient dans le cadre du groupement France Rénov', le service public de la rénovation. Et on est référencé donc espace conseil comme d'autres, à peu près 550. Le rôle plus spécifique des conseillers France Rénov', c'est d'informer et d'accompagner les particuliers qui ont un projet de rénovation,
Ça va de la rénovation énergétique à la mise en conformité du logement, en passant naturellement par l'adaptation à la perte d'autonomie causée par l'âge, la santé ou un accident de la vie. L'objectif du réseau France Rénov', tout comme l'est celui de la DIL d'ailleurs, c'est de délivrer des informations neutres et gratuites qui visent à l'élaboration d'un projet de rénovation ou d'adaptation, d'identifier précisément quelles aides sont mobilisables et de mettre après, alors pas en relation directe, mais d'orienter vers les bons professionnels ou les accompagnateurs. Ça, c'est le volet classique France Rénov'. Après, la plus-value de la DIL, indépendamment de parler des aides qui existent, naturellement, c'est surtout l'apport juridique qu'on va pouvoir effectuer, puisqu'un projet d'adaptation, de rénovation implique de faire appel à des artisans, avoir donc des travaux, ce qui implique des devis, des contrats, des garanties de construction. Et donc, c'est là où on va pouvoir s'assurer que le projet, naturellement, et en tout cas, le particulier est sensibilisé à ces questions-là dans son projet, pas juste vous avez droit à tant d'euros, merci, au revoir. On est vraiment là pour apporter le surplus juridique qui va garantir que le projet, en tout cas, se passe de la meilleure des façons possibles. Voilà, donc ça, c'était succinctement la présentation de l'ADIL, dans le cadre général, mais aussi sur le volet France Rénov' avec la partie adaptation. Je vous propose, si ça vous convient, qu'on débute sur la partie MaPrimeAdapt'. L'idée, c'est quand même de pouvoir présenter plutôt le dispositif que simplement nous. Et bon, s'il y a des questions, bah, vous pourrez les évoquer dans le cadre de la discussion, naturellement. Et puis, au besoin, bah, vous pouvez poser les questions. J'y répondrai dans la partie questions-réponses à terme. Et puis ensuite, on reviendra sur certains points s'il y a nécessité, si ça vous convient. D'accord? Pardon. Alors, on continue avec la partie MaPrimeAdapt'. Donc c'est une aide financière qui a vocation à aider la réalisation des travaux d'adaptation du logement, naturellement. Alors, c'est un dispositif qui donc vise à accélérer l'adaptation du parc privé, puisqu'on a pu constater naturellement que la population française vieillit, et donc le bien vieillir à domicile, c'est devenu un enjeu sociétal par extension. Ça fait partie des préoccupations futures. À ce jour, on évalue que 35 de la population aura plus de 60 ans en 2050 et seulement 6 du parc de logement est adapté au maintien à domicile des occupants vieillissants. Heu, dans la même continuité, on a référencé, d'après les dernières études, environ 85 des handicaps qui surviennent au cours de la vie, de vie au domicile, et plus de 10 000 chutes mortelles par an ainsi que 135 000 hospitalisations sont liées à des chutes à domicile. Soit causées parce que le domicile n'est plus adapté, ou présente des risques de sécurité naturellement, soit parce que, bah, la population vieillissant et n'ayant pas pu encore réaliser l'adaptation de son logement, elle encourt des risques qui peuvent se traduire par des hospitalisations ou des décès. À ce titre, donc favoriser le maintien à domicile des personnes âgées est donc primordial, et c'est pour ça que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, a depuis le 1er janvier 2024 fait évoluer son dispositif d'adaptation, enfin d'aide à l'adaptation des logements pour, le renommer en MaPrimeAdapt'. Donc l'aide existait avant, elle avait un autre nom, elle était un peu moins importante, donc le budget a bien été augmenté à partir de 2024 sur la question de l'adaptation du parc privé. Donc je distingue bien parc privé, parc social, hein, c'est pas inutile. On le verra un peu plus tard quand on parlera des questions, locatives, obligations des bailleurs. MaPrimeAdapt', c'est pour le parc privé, donc propriétaire occupant, propriétaire bailleur et locataire, mais c'est tout. MaPrimeAdapt', donc c'est surtout la fusion pour les ménages modestes et très modestes, de 4 aides qui existaient jusqu'à présent. Donc, Habiter Facile de l'ANA, l'ancien dispositif justement, le dispositif qui était la ligne budgétaire unique, gérée par la partie autonomie de l'amélioration de l'habitat. Les aides de la CNAV, dans le cadre habitat et cadre de vie pour les personnes âgées, et le crédit d'impôt pour les dépenses d'équipement de l'habitation, principal en faveur de l'aide aux personnes dites crédit d'impôt autonomie. Alors ce crédit d'impôt autonomie existe toujours par contre, mais il est réservé maintenant aux ménages, alors je vais le succinctement présenter comme ça, intermédiaires,
Donc la classe que sur MaPrimeRénov', si vous connaissez un petit peu, on qualifie de violet. Et les premières catégories, les personnes qui seraient en limite de ménage aisé. Parce que le crédit d'impôt, je vous le présenterai un petit peu après, est un dispositif qui a quand même des plafonds de ressources. Donc il n'y a pas tout le monde qui peut y prétendre. L'idée, c'est quand même de permettre aux ménages intermédiaires d'avoir une subvention à défaut de bénéficier des aides d'État. Hem, il y a, dans tous les cas, sur ces anciens dispositifs et toujours sur le dispositif de MaPrimeAdapt', des critères d'âge, des critères de ressources, des critères aussi de perte de mobilité. Alors ces critères, avec MaPrimeAdapt', ils ont été, un petit ils ont tous été harmonisés évidemment puisqu'il n'y a plus qu'une seule aide et il y a des moments où le critère de mobilité disparaît totalement, dès lors qu'on dépasse un certain seuil d'âge. L'objectif étant quand même de permettre aux personnes les plus âgées de ne pas devoir cumuler avec un critère supplémentaire de perte de mobilité. Alors, on va évoquer les critères d'éligibilité, puis ensuite on va dérouler au fur et à mesure sur les différentes conditions pour mobiliser l'aide. Alors, je fais un aparté maintenant, on pourra l'évoquer dans les questions. L'objectif, c'est quand même pas que je vous fasse le point par point de comment on mobilise l'aide précisément, donc sur quelle page vous allez, comment vous déposez le dossier, quelles sont les pièces exactes à fournir. C'est pas le but du webinaire, évidemment. Maintenant, s'il y a des questions, dans la mesure de mes capacités, j'y répondrai, puisque comme on n'a pas la main non plus sur le volet administratif de la constitution des dossiers, il y a des limites à ce que je peux vous révéler aujourd'hui, puisque certains éléments m'échappent naturellement. Alors, on va commencer par les conditions liées aux demandeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que propriétaires ou tout autre titulaire d'un droit réel conférant un droit à l'usage peuvent bénéficier de l'aide. Donc ça va regrouper les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les locataires, dès lors que la personne assume la charge effective des travaux dans les logements qui sont occupés par leurs ascendants ou descendants ou leurs conjoints, concubins ou co-signataires d'un PACS. Dès lors qu'ils ont la qualité, donc vous disiez, de propriétaire ou titulaire d'un droit réel, eh bien, il est possible de faire la demande d'aide. Alors, sous condition de ressources, comme je l'ai déjà dit, comme on va le voir un petit peu après, mais dès lors que vous avez ces droits réels, vous pouvez mobiliser le dispositif. Hem, alors, pour les propriétaires bailleurs, il y aura des conditions différentes, naturellement, que pour un propriétaire occupant ou un locataire, et il faut savoir que les syndics de copropriété, donc les syndicats de copropriété, peuvent aussi mobiliser le dispositif. Je vous montre juste après. Mais voilà, c'est vraiment un panel assez large. C'est juste qu'en fonction de l'interlocuteur qui mobilise le dispositif, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, soit en matière de subvention, soit en matière de travaux à réaliser. Dans tous les cas, le public éligible MaPrimeAdapt', ça reste normalement les locataires de enfin, les occupants de plus de 70 ans ou les personnes qui ont entre 60 et 69 ans qui seraient dotées d'un GIR ou bien les personnes en situation de handicap. Donc là, c'est avec une reconnaissance administrative d'handicap. Vous voyez sur le PowerPoint, il faut une reconnaissance d'éligibilité, donc avec soit l'AEEH, soit l'AAH, soit la PCH. Ou alors il faut une reconnaissance indiquant que vous avez un taux d'incapacité d'au moins 50 ou de la même façon par le service départemental de l'Office national des anciens combattants. Donc en fait, soit vous avez un justificatif administratif, clairement, et il n'y a pas de problème pour l'ANA quand il va étudier le dossier. Ça fait partie des pièces qui vous sont demandées dans la constitution du dossier. Il y a toute une série de pièces justificatives que vous pouvez produire. Si vous n'en avez aucune, c'est que clairement soit vous n'êtes pas à jour sur vos papiers, soit, vous n'êtes pas dans les clous du dispositif et donc vous ne pourrez pas aller plus loin. Hem, En ce qui concerne les GIR, c'est de 1 à 6 dès lors que ça a été réalisé par la CARSAT, le conseil départemental ou un médecin. Donc ça ne peut pas être évalué par n'importe qui. Là, encore une fois, des attestations vous seront demandées quand les dossiers sont constitués. Donc c'est compliqué de pouvoir aller au bout du dispositif sans être vraiment dans les clous. On va dire, c'est un peu lourd au niveau de montage des dossiers, mais ça permet aussi d'éviter d'avoir des dossiers soit incomplets, soit des dossiers pour des personnes qui ne peuvent pas prétendre au dispositif. Les personnes éligibles, ce sont les ménages modestes et très modestes. Le plafond de ressources, je vous les communiquerai un peu plus tard dans la présentation. Vous pourrez donc la retrouver en vidéo ou même en capture d'écran si vous le souhaitez. Le plafond des travaux au niveau national, il est de 22 000 € hors taxe. Il faut le garder en tête, c'est pas 22 000 € TTC. Et donc c'est 50 pour les ménages modestes et 70 pour les ménages très modestes sur ce plafond de travaux.
Il faut savoir qu'il peut y avoir des abondements à l'échelle locale. Donc là-dessus, ça dépend souvent soit du département, de la collectivité. Par exemple, sur la métropole Aix-Marseille-Provence, il y a un abondement du dispositif. Sur certaines opérations programmées d'amélioration de l'habitat, il peut y avoir des bonifications, soit du taux de subvention, soit du plafond de travaux. Donc là, toujours se rapprocher de l'interlocuteur local. Alors généralement, les ADIL ont les informations. Donc pour les Bouches-du-Rhône, nous, on référence tout, donc il y a pas de souci. Pour les autres départements, je pense que mes confrères et consoeurs des autres départements font pareil. Donc vous pouvez vous rapprocher d'eux si nécessaire. L'aide vise forcément la résidence principale, d'accord? Pas de dérogation là-dessus. Ça peut couvrir les logements destinés à être la résidence principale, mais qui ne sont pour l'instant pas occupés. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il faut que le logement devienne la résidence principale. C'est un engagement qui est pris par le demandeur de la subvention et il va devoir s'y engager pour 5 ans. Dernier point, puisque alors pendant longtemps ça a été, alors au tout début c'était forcément conseillé. Ensuite, l'assistant à maîtrise d'ouvrage est devenu obligatoire, mais il y avait encore la possibilité de monter le dossier, papier en court-circuitant l'assistant à maîtrise d'ouvrage pendant une certaine période de temps. Et puis, avec le lancement de MaPrimeAdapt, ils ont décidé de ne plus laisser de dérogation ou de passe-droit. Maintenant, c'est un assistant à maîtrise d'ouvrage est obligatoire. Voilà, le dossier est aussi en ligne. Adieu la version, papier qu'on pouvait encore, trouver. Il me semble que, sur le site de l'ANA, ils ont fini par supprimer tous les PDF. Donc à moins d'avoir des vieux formulaires qui traînent, normalement ça va devenir beaucoup plus compliqué, de pouvoir prétendre au dispositif sans passer par la plateforme en ligne et avoir son AMO, désigné d'office. Alors, juste un petit point quand même sur l'obligation de résidence principale, c'est pendant au moins 3 ans à l'issue des travaux qu'on s'oblige à l'occuper, le logement. Alors naturellement, il peut y avoir des dérogations, notamment en cas, d'abandon de domicile. Donc, par exemple, pour des raisons de santé, on est obligé de quitter définitivement le domicile, on ne va pas demander le remboursement de l'aide. De la même façon, en cas de décès, on ne va pas demander aux héritiers potentiels de rembourser la subvention perçue, puisque ce sont des événements qui sortent du cadre normal, d'une situation prévisible. Hem, voilà. Alors juste petit aparté sur les propriétaires bailleurs et les syndicats des copropriétaires, parce que ça peut toujours être intéressant, notamment pour les cas des locataires et puis naturellement pour les cas des immeubles collectifs où l'accès ne serait-ce qu'à l'immeuble est parfois problématique. Alors, pour les propriétaires bailleurs, comme vous pouvez le constater, c'est 35% des travaux qui sont subventionnés jusqu'à 750 € hors taxe par mètre carré. On est toujours sur du hors taxe avec les aides de l'ANA, attention. Dans la limite de 80 mètres carrés par logement. Les propriétaires bailleurs sont limités à 3 logements maximum. Donc, il peut faire une demande, puis une autre demande, et cetera, mais c'est dans la limite de 3 logements. Donc l'aide, c'est jusqu'à 21 000 maximum en subvention sur 60 000 € de travaux éligibles. Donc ça, c'est le calcul est obtenu simplement en faisant un produit en croix, évidemment. Il y a l'obligation pour le propriétaire bailleur de signer une convention. Donc il s'engage par contre à signer une convention pour 6 ans, le bailleur. C'est des fois assez contraignant pour les propriétaires puisque, les conventions ANA, contraignent quand même le propriétaire bailleur à pratiquer des loyers en dessous du marché. C'est le fameux dispositif, si vous en avez entendu parler, le loc avantage. Ça, c'est l'avantage fiscal et vous avez 3 niveaux de loc avantage, donc 1, 2 ou 3 avec des conventions intermédiaires sociales et très sociales qui sont entre 15 et 45 en dessous du marché, selon la convention que vous passez, donc sur le prix au mètre carré, ce qui peut être assez significatif pour un propriétaire bailleur. Bon, il y a des avantages fiscaux en plus d'avoir les avantages financiers pour la réalisation des travaux, mais certains propriétaires vont plutôt du coup privilégier, d'octroyer l'accord de réalisation des travaux au locataire pour que le locataire bénéficie de l'aide directement, évitant ainsi d'avoir à se conventionner. Donc c'est aussi dans les discussions avec le propriétaire bailleur, c'est pas à négliger, ça peut être un élément de lui dire: «Bah, c'est intéressant pour vous puisque vous allez avoir des aides, une réduction d'impôts». Bon, après il y a des propriétaires qui peuvent dire: «Non mais je peux vous autoriser vos travaux aussi, vous faites la demande de subvention et moi je ne suis pas contraint par une quelconque, plafonnement des loyers». Ça fait partie des choses qui se discutent et qui peuvent entraîner, bon ben, des validations plus ou moins faciles en fonction de ce que le locataire souhaite, obtenir, naturellement.
Du côté des syndicats des copropriétaires, c'est un petit peu différent, puisque là, on est sur 50% des travaux subventionnés pour un maximum d'aide de 10 000 euros par hall d'entrée rendu accessible. Donc là, ça va vraiment être très restreint sur les travaux. C'est tous les travaux qui vont permettre l'accessibilité à l'immeuble. Donc rampe d'accès, plateforme, pour pouvoir faire monter un fauteuil, voilà, installation d'ascenseurs ou élargissement des couloirs d'accès jusqu'aux ascenseurs, par exemple. Hum, donc, c'est donc 20 000 euros de subvention. Ça signifie que si on a travaux, naturellement, je précise, hein, mais à 6 000 euros pour la copropriété, c'est uniquement 3 000, hein. On n'a pas 10 000 automatiquement. Les travaux sont forcément votés en assemblée générale, puisqu'on reste quand même sur les travaux en partie commune. Attention, c'est pas, j'en parle à mon syndic, le syndic le fait et il a l'argent. Il faudra, dans le cadre de la demande de subvention que le syndic va faire, puisque c'est lui qui va devoir porter le projet, forcément le syndic de copropriété, au nom du syndicat des copropriétaires. Bon, ben, il faut quand même avoir un PV d'assemblée générale qui valide la décision. Il faudra que les appels de fonds aient bien été, décidés. Il faudra qu'ils soient réalisés et payés par les copropriétaires. Et donc, le syndic ensuite fait la demande en parallèle. Voilà. Parce que la demande, comme toute demande de subvention, se fait automatiquement avant le début des travaux. Donc devis, le devis peut être signé, même il n'y a aucune interdiction. Par contre, pas d'acompte et les travaux n'ont pas débuté tant que le dossier n'est pas déposé et validé. Alors là, je vous ai mis les plafonds de travaux liés aux demandeurs en fonction de la composition du ménage. Donc c'est 2025, naturellement, dans à peu près 2 mois et demi, on va avoir les nouveaux plafonds. Ils sont, pour l'instant, je les ai toujours vus à la hausse, je vois pas pourquoi ça baisserait. Ils suivent normalement une courbe d'évolution liée à la progression du niveau de vie, enfin théorique en tout cas, et donc les plafonds sont revus chaque année à la hausse. Pas de beaucoup, c'est entre 300 et on va dire 800 € selon les tranches, enfin les compositions de ménage. Mais voilà, vous pouvez vous dire que pour 2026, par exemple, une personne seule très modeste, ça sera sûrement dans les 17 600 ou 700. Vraiment, s'ils sont très généreux, ça sera 18 000. Mais on est dans ces eaux-là à venir. C'est toujours le revenu N-2 pris en compte, sauf à ce que N-1 soit établi ou soit plus favorable. Donc là, sur le dernier trimestre, forcément, c'est la dernière déclaration qu'on a fait, donc déclaration de 25, mais on est sur 2024, donc c'est pour l'instant les revenus N-1. À partir du 1er janvier, ça sera les revenus N-2, du coup, donc il n'y aura pas de problème. Pour monter le dossier ANA, si certains de vous l'ont déjà fait ou si un jour vous y essayez, vous aurez nécessité d'avoir le dernier avis d'impôt parce que si vous prenez le N-2 et que ce n'est pas le dernier établi, l'ANA vous bloquera sur la finalisation du constitution du dossier. Ils diront que ce n'est pas la bonne référence et donc ils ne peuvent pas vous trouver et donc vous ne pouvez pas monter le dossier. Donc ça, il faut toujours le dire aux gens, c'est de venir avec le dernier avis d'impôt. Alors, on va faire un petit aparté sur le volet locataire du parc privé, puisque il va y avoir des règles spécifiques. Le locataire qui décide de réaliser les travaux, qu'il demande ou pas la subvention. Là, on ne parle pas du tout du locataire qui fait la démarche subvention. Le locataire qui veut simplement pouvoir réaliser les travaux d'adaptation à son domicile a l'obligation de faire une demande à son propriétaire bailleur. Pour 2 raisons. Déjà parce que les travaux d'adaptation du logement sont quasiment tout le temps des travaux de transformation. Remplacer la baignoire par une douche, c'est une transformation. On passe d'une salle de bain à une salle d'eau, par exemple. On va aussi modifier la plomberie, peut-être la dalle béton, donc voilà. Pareil, si on va souhaiter, élargir des couloirs, parce qu'on est en fauteuil roulant et que le couloir est un petit peu étroit, on va ouvrir des chambres de pièces qui étaient un petit peu trop étroits. Transformation. Donc, accord express du propriétaire obligatoire. Ça, c'était le cas jusqu'en 2016. Ensuite de ça, il y a eu une modification et maintenant, on a instauré le régime d'autorisation tacite. Donc, il a été introduit à l'article 7E de la loi du 6 juillet 89. Le locataire peut faire une demande par courrier recommandé au propriétaire en présentant précisément son projet de travaux nourri des devis qu'il a fait réaliser. Le bailleur a un délai de 2 mois pour faire savoir son accord ou son refus. S'il accepte, il l'exprime expressément, donc il répond. S'il ne dit rien, au bout de 2 mois, on considère que c'est un accord tacite et s'il se prononce de façon négative, on considère que c'est un refus express et ça ne donne pas droit le locataire de faire. Alors,
Qu'est-ce qui se passe exactement lorsque le locataire a adressé son courrier recommandé? Il y a plusieurs options. Soit le locataire fait une simple demande indiquant, voilà, je souhaite que les travaux suivants soient réalisés. Est-ce que vous acceptez qu'ils soient réalisés par vous? Le propriétaire peut dire, oui, j'accepte de les faire. Dans ce cas-là, le propriétaire peut se pencher sur les questions d'aide à l'adaptation, comme ma prime adapt, ou voir s'il n'y a pas d'autres dispositifs locaux ou par exemple, une caisse de cotisation qu'il aurait à titre privé qui permettrait de financer ça. Ou de recourir à un prêt travaux, tout simplement. Le propriétaire peut aussi dire: «Écoutez, moi ces travaux, je n'en vois pas l'utilité, je veux bien que vous les fassiez, donc je vous autorise expressément à réaliser les travaux que vous m'avez présentés, mais à vos frais». Option numéro 2, dans ce cas-là, le locataire a le droit de faire les travaux, à lui de trouver les financements, notamment ma prime ADAPT, ce qui autorise justement, à titre dérogatoire, de recourir à son dispositif pour les locataires. Ou option numéro 3, le propriétaire dit: «Écoutez, pour moi pas de souci, je veux bien contribuer, mais comme c'est vous qui allez vraiment en bénéficier de ces travaux qui ne sont pas une nécessité pour mon logement, on fait 50-50 ou on fait une répartition». Là encore, pas de problème, même pour ma prime adapt. Le locataire peut très bien justifier qu'il a eu l'autorisation écrite de son propriétaire, que son propriétaire prendra, je vous dis n'importe quoi, 30 du montant des travaux à charge. Dans ce cas-là, dans le cadre de cette demande MaPrimeAdapt, le locataire ne pourra demander la subvention que sur les travaux qui lui resteront à charge, donc 70 du montant de ces travaux. Donc en général, c'est les 3 cas de figure qui se présentent, en cas d'acceptation, j'entends. Après le propriétaire peut très bien dire: «Non, je refuse purement et simplement l'adaptation de votre logement et si vous n'êtes pas content, bah, vous cherchez ailleurs». Ça fait partie des prérogatives du propriétaire. À ce stade, le locataire a 2 options. Soit il modifie son projet pour en faire, un aménagement du logement pour répondre à ses besoins d'adaptation, ce qui n'est pas toujours possible naturellement. Alors il peut y avoir les barres d'appui pour se relever des WC ou pour s'asseoir, les barres de soutien dans la douche, les chaises qu'on peut installer dans la baignoire, ce type de choses, mais c'est assez limite selon les problèmes qu'on a. Donc effectivement, à choisir de transformer le logement avec un refus express du propriétaire, on s'oppose malheureusement, alors soit il y a une obligation naturellement de remettre en état au départ du logement, ça c'est presque le scénario idéal, ou si le propriétaire découvre que des travaux de transformation ont été faits malgré son refus catégorique, eh bien il y a une procédure pour interrompre les travaux et remise en état. Donc là, avec une procédure judiciaire, ça peut aller jusqu'à la résiliation du bail. Donc, dans le pire des cas, c'est des sanctions assez lourdes pour un locataire et il est donc conseillé, si le propriétaire dit non, de ne pas se risquer naturellement à aller sur ce terrain-là, puisque le locataire n'aurait rien à gagner. Hem, Ce qui peut aider, tant dans le parc public que dans le parc social, hein, c'est d'avoir une discussion ouverte assez rapidement avec le propriétaire sur ces questions-là, de présenter, alors tout en préservant le secret médical si la personne naturellement ne souhaite pas tout divulguer, d'expliquer en quoi l'adaptation est nécessaire du logement, quels sont les risques encourus à ne pas le faire dans le logement, quelles sont peut-être les contraintes qu'a la personne à ne pas pouvoir se reloger facilement. Parce que la réponse, «Oui, mais vous avez qu'à vous reloger, vous n'êtes pas content», elle ne convient pas à tous les publics. Certains, s'ils sont locataires, c'est peut-être parce que, ils n'ont pas pu devenir propriétaires, donc le relogement n'est pas toujours facile. Quand on est âgé en plus, des fois, il y a d'énormes contraintes, parce que les propriétaires ont tous la peur qu'une fois qu'on est âgé, on ne peut plus vous faire sortir, donc ils veulent difficilement prendre de locataires âgés généralement. Il y a beaucoup d'obstacles en tout cas pour une personne âgée ou en situation de handicap à pouvoir facilement se loger et donc cette réponse du propriétaire peut parfois être excessivement décourageante et ne reflète pas du tout la réalité que les personnes ont pour facilement ou pas se reloger. En plus, on a un discours ouvert sur la question avec le propriétaire, en lui exposant le projet et sa nécessité, les contraintes qu'il y aurait plutôt à se reloger qu'à adapter le logement. C'est parfois plus facile de faire entendre raison au propriétaire, surtout si en plus on lui dit: «Bah, écoutez, il y a des aides qui sont mobilisables par vous si vous voulez le faire. Si vous ne voulez pas, mais que vous nous autorisez, nous, on peut mobiliser des aides. Les travaux sont faits par des professionnels, c'est obligatoire pour avoir accès aux aides». Donc il y a une sécurisation du projet, puisque c'est pas n'importe qui le fait. Si jamais il y a des soucis avec les travaux, il y a des garanties de construction. Donc il y a vraiment moyen de présenter un projet sécurisant pour le propriétaire vis-à-vis de son logement et vis-à-vis éventuellement des sommes d'argent qu'il aurait à investir sur le projet. Donc ça peut être des leviers. Pour ce qui est du bailleur social, donc si jamais vous avez des locataires qui sont dans le parc social, les règles sont plus ou moins les mêmes. C'est la bonne nouvelle, c'est que, on fait la demande au préalable. Le régime d'autorisation tacite a été instauré pour le parc privé comme pour le parc social. Donc là, il n'y a pas de distinction. On peut toujours lui demander: «Est-ce que vous voulez accepter de les prendre en charge? Est-ce que vous acceptez que moi je puisse les faire?» heu
Et après, le propriétaire a les mêmes capacités de dire oui, non, ou je vous autorise en partie ou en totalité à les faire. La différence, c'est qu'un propriétaire qui est un bailleur social ne bénéficiera pas des aides de l'ANA. De la même façon, un locataire dans le parc social ne bénéficiera pas des aides de l'ANA. Donc, rares sont les locataires du parc social qui vont pouvoir dire, bah, écoutez, moi, ça me va très bien si vous ne les financez pas, puisque je peux mobiliser des aides. Il en aura très peu, le locataire du parc social. Il aura éventuellement sa complémentaire retraite, s'il est déjà à la retraite. Il pourra avoir peut-être quelques aides publiques complémentaires, mais c'est vraiment rien du tout par rapport au dispositif MaPrimaDate, pour le coup. Donc, ça n'encourage vraiment pas dans le parc social le locataire à faire la démarche à ses propres frais. Tout simplement parce qu'en fait, les bailleurs sociaux disposent de financements spécifiques pour mettre en conformité, adapter, améliorer et rénover leur parc social. Donc c'est pour ça que les aides publiques de MaPrimeAdapt' ne seront pas mobilisables. Alors, pour les pour le parc social, je ne vais pas vous mentir, il peut y avoir des obstacles complexes parce que souvent les bailleurs ont des lignes budgétaires. Ils établissent leur budget de rénovation, d'adaptation, mise en conformité du logement sur plusieurs années et ils répartissent ça au fur et à mesure sur leurs différentes résidences du parc social. Donc des fois, vous avez quelqu'un qui va les mobiliser alors qu'ils ont prévu de faire ça dans 5 ans pour la résidence en question et ils vont vous dire: «Bah, cette année, c'est pas dans le budget, donc on va vous le faire, mais c'est pas de suite». Et ça ne correspond pas du tout aux besoins du locataire en place à l'heure actuelle. Et là, il y a pas de solution immédiate. C'est soit la personne est en mesure de temporairement attendre, parce qu'il y a des adaptations possibles du logement qui ne nécessitent pas une transformation, comme je vous disais un peu plus tôt, soit il est nécessaire de voir avec le bailleur s'il n'y a pas possibilité de modifier un petit peu, sa trésorerie pour pouvoir faire au moins en anticipation le logement de la personne, parce qu'il y a un vrai danger pour l'occupant de se maintenir dans les conditions actuelles, ou bah, de si c'est pas possible, est-ce qu'il est pas on peut pas basculer plutôt sur une demande de mutation, éventuellement, pour essayer de se repositionner sur un logement plus adapté, qui serait disponible plus rapidement que la vitesse à laquelle les travaux vont se réaliser? Sachant que la mutation, ça reste un dispositif qui se fait au sein du même parc social, pas de la même résidence, mais du même parc social, avec les contraintes que peuvent avoir les bailleurs sociaux dans certaines zones tendues, notamment, le département des Bouches-du-Rhône dans son ensemble est assez tendu au niveau de l'accessibilité au logement social, mais encore plus sur le territoire métropolitain. Donc les grandes villes, Aix, Marseille, Salon, La Ciotat, enfin, ce sont des communes qui sont très mobilisées et sur lesquelles il y a énormément d'attentes. Donc même en mutation, le parcours va être assez long et bon, là malheureusement, c'est, encore une fois beaucoup de transparence avec le propriétaire, essayer d'anticiper, souvent se mettre en relation avec le service, social du bailleur, parce qu'ils en ont pour la plupart un évidemment, pour essayer de voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre très vite pour les locataires. Hem, voilà, alors on va parler des travaux maintenant. Vous avez une liste, de travaux éligibles par délibération de l'ANA. Alors la liste n'a pas bougé, donc la dernière référence figurant sur la présentation, c'est, celle à jour pour l'instant. C'est forcément dans la résidence principale, comme je vous disais. C'est justifié par une évaluation complète réalisée à la demande, de prestation de compensation du handicap ou, dans le cadre de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile ou alors, avec un diagnostic autonomie réalisé par le prestataire de la mission d'accompagnement, donc c'est l'assistant à maîtrise d'ouvrage justement et un rapport d'ergothérapeute en complément. L'objectif, alors vraiment, le rôle du diagnostic autonomie, de l'assistant en maîtrise d'ouvrage et du rapport d'ergothérapeute ont vocation vraiment à identifier que les travaux sont bien éligibles aux aides de l'ANA, donc qui correspondent bien à la délibération, qu'en plus de ça, le projet est cohérent avec les demandes qu'a, la personne qui sollicite les subventions. Donc on va faire une douche, à l'italienne sous prétexte que, alors qu'en fait, c'est pas du tout, ce qui est nécessaire. Peut-être que ce qui est nécessaire, c'est effectivement de faire ça, mais aussi d'avoir un siège, une barre d'appui et d'élargir la porte d'entrée de la salle de bain. Bon, allez savoir. Donc c'est faire en sorte que le projet soit aussi adapté aux besoins actuels, mais à l'évolution de la situation de la personne si nécessaire. Hem Donc là, vous allez retrouver les travaux, par catégorie. Donc ça, c'est un document simplificatif de la délibération.
Vous avez la référence, donc si vous voulez la consulter, vous pouvez naturellement. Elle est accessible pour le grand public avec la bonne référence. Mais grosso modo, pour la salle de bain, c'est douche de pli and play qui remplace baignoire ou douche non adaptée, donc avec bac généralement, réhausse des toilettes, poste de carrelage antidérapant, mise en place d'un lavabo adapté, donc généralement plus large, avec un robinet qui s'ouvre plus facilement, notamment pour les personnes en fauteuil, des barres d'appui, main courante. À l'extérieur, ça peut être, rampe d'accès, monte-escalier, ascenseur, peut-être des créations d'extensions pour créer des pièces supplémentaires ou pour déplacer une pièce. Par exemple, quelqu'un qui vit dans une maison à étage, elle avait la chambre et la salle de bain au premier étage. Elle ne peut plus prendre les escaliers. Un monte-escalier n'est pas possible là où elle est ou c'est hors budget. Ben, peut-être que c'est plus facile de réaménager une des pièces du rez-de-chaussée en chambre avec salle de bain ou avec salle de bain à côté parce que bah, justement la personne pourra au moins continuer à vivre correctement sur son rez-de-chaussée à défaut de pouvoir utiliser son premier étage. Peut-être aussi l'installation de meubles adaptés. Je pense notamment, par exemple, aux cuisines adaptées dont le plan de travail a été revu à la baisse, avec des aménagements pour pouvoir justement continuer à se faire à manger dans de bonnes conditions malgré un handicap qui empêche de pouvoir utiliser les équipements standards qu'on trouve en grande surface en tout cas. Pareil, cheminement extérieur pour accéder à son parking, pour pouvoir venir depuis son box, son garage ou son parking jusqu'à son logement. Et ça couvre aussi naturellement tous les travaux induits. Donc, c'est les travaux de finition. Si je vous casse la baignoire pour vous mettre une douche à l'italienne, je ne vais pas vous laisser le béton brut dessus à côté, hein, sur tout ce que j'ai cassé. Tout le carrelage que je refais une fois que j'ai posé la douche, eh ben, ça rentre dans les travaux induits, c'est pris en charge dans la subvention, pour ne pas non plus pénaliser les personnes qui sont tenues d'adapter leur logement. Cependant, pour les locataires, il y a une liste limitative de travaux. Alors, elles ne se contredisent pas avec la liste de MaPrimeAdapt, mais il y a quand même ces deux textes différents. Donc c'est le décret du 29 septembre 2016, dans l'article 1er, où on va lister tous les postes de travaux qui peuvent être pris en charge dans le cadre de l'adaptation avec le régime d'autorisation tacite. Donc c'est encore une fois création ou suppression ou modification de cloison ou de porte intérieure, ça semble cohérent, aménagement de l'équipement des pièces d'eau, cuisine, toilette, salle de bain, salle d'eau, modification de tout ce qui est prise électrique, communication et points d'éclairage, adaptation des systèmes de commande, donc installation électrique, d'eau, de gaz, de chauffage, interphone, interrupteur. Donc on va pouvoir tout réaménager, ça peut rentrer dans les travaux d'autorisation tacite auxquels le propriétaire, s'il ne donne pas son refus express, ne pourra du coup pas s'opposer. Et pareil pour tout ce qui est déplacement de la personne, donc élévateur ou appareil, donc par exemple, de personnes, notamment, c'est le plus probable, hein, concrètement. Et après tout ce qui est automatisation des systèmes de fermeture, portes, fenêtres, volets. Heu, donc là, ça va pouvoir se retrouver avec MaPrimeAdapt. Il faut garder en tête que, par exemple, pour MaPrimeAdapt, si vous avez des volets en bois et que vous décidez d'automatiser, vous pouvez pas mettre des volets roulants automatiques. Disons que si vous voulez le faire, OK, mais il n'y aura pas de subvention dans ce cas-là. Ce qui va être subventionné dans le cas de MaPrimeAdapt, c'est l'automatisation des équipements que vous avez. Volets en bois à double battant, eh ben, c'est des systèmes de fermeture automatisée de ces volets en bois. Ça se recoupe avec le cas du locataire qui pourra demander ce type de travaux au propriétaire. Alors, comme je vous l'ai évoqué, l'accompagnement est obligatoire. Il est réalisé par un assistant à maîtrise d'ouvrage dont la prestation est adaptée aux besoins des ménages, avec la réalisation d'un diagnostic logement autonomie qui permet de construire le projet correctement en l'adaptant, tant aux subventions qui vont pouvoir être mobilisées naturellement qu'aux besoins de la personne qui sollicite le dispositif, histoire d'être sûr que c'est réfléchi de la meilleure des façons possibles. D'accord? Alors, son rôle principal, naturellement, c'est d'accompagner le ménage à construire le projet, de s'assurer, que le projet est constitué correctement et qu'il est bien compatible avec les ressources, d'informer sur les autres aides que pourrait mobiliser le ménage qui demande, la subvention et quels autres acteurs mobiliser si c'est pas lui qui peut s'en occuper. Le conseiller sur les travaux, au besoin durant le chantier aussi et jusqu'à la perception de la subvention. Alors, là, après, cette présentation est assez, nationale et l'assistant à maîtrise d'ouvrage devrait aussi connaître le tissu local, pour pouvoir, vous aider dans, l'évaluation ou les démarches auprès des professionnels.
En pratique, c'est un peu moins concret, notamment parce que les assistants en maîtrise d'ouvrage, validés par l'ANA n'ont pas forcément, la disponibilité pour référencer, rencontrer les différents professionnels et pouvoir évaluer si oui ou non, lui est bien, ou pas. Donc, cet aspect-là est un peu plus proche d'une présentation générique de ce que devrait être le dispositif, de ce qui est réellement dans le concret. Ils vont naturellement pouvoir vous aider à analyser les devis, s'assurer que les matériaux, mis dans les devis sont bien adaptés au projet en lui-même, mais pouvoir dire: «Ah, telle entreprise, attention, ils sont pas très sérieux», ça, c'est beaucoup plus occasionnel. C'est si jamais ils ont eu des mauvais retours de ces entreprises, mais souvent, ils vont vous déconseiller même directement de faire affaire avec eux. Donc ça, c'est plus volet accompagnement. C'est pour ça qu'ils sont là principalement, c'est pour s'assurer que le projet, en tout cas, se déroule de la meilleure des façons possibles. Mais ils ont aussi le volet technique, comme je vous disais, donc c'est la réalisation du diagnostic. Donc ils vont se rendre sur site, ils vont faire une visite complète du logement pour voir son état, ils vont l'évaluer sous le spectre, des besoins de la personne pour regarder si son projet, enfin tel qu'il l'a présenté dans le cadre du montage du dossier, est bien adapté. Sinon, ils vont faire des contre-propositions plus en adéquation avec ce qu'il est possible de faire et ensuite ils vont regarder en fonction des budgets que ça peut représenter, des ressources des personnes, quel est ce qui est le projet qui est réellement réalisable. Les opérateurs sont forcément agréés, donc ça, c'est prévu par le code de la construction, d'habitation, où ils ont une habilité, reconnue par l'ANA. Alors, là, les chiffres que vous avez, 380 entreprises aujourd'hui agréées au titre de l'AMO en matière d'autonomie, couvrant toutes les communes, c'est en fait à l'échelle nationale. Si vous voulez voir la liste des assistants en maîtrise d'ouvrage agréés à l'échelle départementale, vous pouvez vous rendre sur france-rénov.gouv.fr. Vous aurez l'annuaire des professionnels, notamment l'annuaire des accompagnateurs Rénov, donc les MAR, et des AMO, donc les assistants maîtrise d'ouvrage, et vous pourrez choisir par spécialité, donc notamment adaptation, et vous aurez dans votre département la liste complète des AMO agréés, qui est tenue à jour puisque c'est l'ANA qui valide les agréments, ils sont revalidés ensuite à l'échelle préfectorale, mais comme c'est l'ANA qui valide, c'est eux qui tiennent à jour l'annuaire et c'est plutôt régulier. Donc, ils mettent pas 1 mois et demi pour actualiser quelqu'un. Donc si quelqu'un vous dit: «Non, non, mais je suis agréé AMO» et qu'il apparaît pas sur le site de l'ANA, donc sur France Rénov, c'est soit qu'il vient de se faire agréer hier et c'est qu'une question de jours, soit il vous raconte n'importe quoi. D'accord? Donc, c'est un moyen de vérifier que la personne qui se prétend AMO pour le compte de l'ANA l'est vraiment. Là aussi, c'est un moyen d'éviter les abus potentiels, les démarchages un peu bidons qui peuvent des fois être faits auprès des personnes, un peu fragiles ou qui ne sont pas forcément en mesure de distinguer le démarchage commercial abusif d'une, vraie démarche, officielle. Sachant que les assistants en maîtrise d'ouvrage ne font pas de démarchage commercial. Ils n'ont pas le temps concrètement, et ils ne prennent contact avec vous que soit parce que vous les avez désignés, soit parce qu'ils interviennent sur un programme d'intérêt général ou une opération programmée d'amélioration de l'habitat et en montant le dossier, ils ont reçu votre dossier et donc ils prennent contact avec vous. Donc en fait, c'est que le point de départ, c'est vous qui avez fait la démarche. C'est pas dans l'autre sens. Alors vous avez mandaté quelqu'un pour le faire, mais en tout cas, les AMO ne font pas de démarchage. Ça fait partie des règles. Ils répondent à votre demande, pas le contraire. Voilà. Hem, il y a les cas hybrides où vous avez des accompagnateurs rénov qui sont agréés pour faire de l'adaptation. Donc quand on a un projet rénovation énergétique, adaptation de l'habitat, on peut du coup prendre un AMO qui a la qualification de MAR plutôt que d'avoir 2 interlocuteurs différents. Alors, ils ne sont pas nombreux à avoir cette double casquette, donc après c'est à vous de voir si vous êtes satisfait par celui qui a la double casquette ou pas. Mais si c'est pas le cas, il vaut mieux en avoir 2 différents qui vous inspirent plus confiance et compétence sur leur poste respectif, que prendre le seul qui est peut-être qualifié si jamais vous avez un doute, sur sa compétence sur un des 2 aspects. L'idée, c'est d'être toujours bien accompagné, bien encadré et de ne pas prendre de risques. Parce que les projets sont longs, ils sont complexes et il vaut mieux être sûr d'avoir quelqu'un qui maîtrise bien tous les tenants et aboutissants de ce type de projet. Alors, donc on va parler du montant d'aide. On l'a légèrement évoqué. Alors, on va parler dans un premier temps de l'accompagnateur, donc l'assistant en maîtrise d'ouvrage. Il y a, 2, enfin il y a 3 niveaux. Il y a le socle, le complet et le complet avec rapport d'ergothérapie. Heu,
l'assistant maîtrise d'ouvrage dans le forfait socle est pris en charge à hauteur de 350 € par l'ANA, donc dans le cadre de ma prime Adapt. Le socle, c'est le point de contact, donc c'est accompagnement et point de contact privilégié tout au long du parcours de travaux. La définition du projet de travaux, donc on vous dit c'est visite à domicile, évaluation du projet, est-ce qu'il est en adéquation avec les besoins, vérification que le dossier est bien monté, qu'il ne manque pas de pièces et dépôt de celui-ci auprès de la délégation de l'ANA. Le complet, c'est l'ingénierie financière, donc c'est évaluation des devis, identification des artisans aux besoins, rencontre avec eux si vraiment la personne a une perte totale d'autonomie là-dessus, c'est vraiment l'accompagner dans la rencontre avec les professionnels pour être sûr que les devis soient quand même le mieux, bien conçus, adaptés, pas trop chers, donc il n'y ait pas d'arnaque là-dessus aussi. Le suivi des travaux, c'est les visites chantier au final et la clôture, c'est l'accompagnement du ménage, jusqu'à la finalisation du chantier, procès-verbal de livraison de chantier et perception de l'aide. Et alors, complet avec rapport d'ergothérapie, c'est lorsque l'assistant en maîtrise d'ouvrage ne fait pas forcément, le diagnostic et qu'il y a un rapport d'ergothérapeute qui doit être fait avec. Et dans ce cas-là, il y a un rapport d'ergothérapie qui se greffe. Dans ce cas-là, on est sur un forfait différent puisqu'on va avoir l'AMO complet, c'est un forfait à 600 € et en cas d'ergothérapeute, c'est 800 €. Alors, il faut savoir que sur les secteurs où c'est pas pris en charge à 100, c'est-à-dire les programmes, heu, d'intérêts généraux ou les opérations programmées d'amélioration de l'habitat, le tarif dépasse largement 600 ou 800 € avec rapport d'ergothérapeute. On est souvent à plus de 1 000 € facilement, donc ça laisse quand même un reste à charge qui n'est pas négligeable pour le particulier, puisque si la base socle, c'est pas le point le plus long pour un assistant à maîtrise d'ouvrage, tout le volet complet, donc ingénierie financière, suivi de travaux, clôture, c'est beaucoup plus chronophage et donc généralement, c'est là où ils vont avoir tendance à facturer un peu plus. Donc c'est très intéressant, si jamais on a vraiment besoin d'être pris en charge parce qu'on ne se sent pas en mesure, on n'est pas autonome sur ces questions-là, on a peur de se faire avoir parce que justement, on est un petit peu en décrochage de ces réalités ou parce qu'on ne maîtrise pas du tout la question travaux, réalisation des prestations, combien ça coûte en pratique ce type de travaux et cetera. Mieux payer un peu plus cher son assistant à maîtrise d'ouvrage, mais avoir cet accompagnement qui est garanti, puisque c'est réglementaire pour le coup, que sans passer. Et si on est sur un programme d'intérêt général ou une opération programmée d'amélioration de l'habitat, bon, naturellement, là, c'est pris en charge à 100, donc il ne faut pas du tout se priver de mobiliser son assistant en maîtrise d'ouvrage à toutes les étapes de la procédure. Alors, c'est vraiment le rôle de l'assistant en maîtrise d'ouvrage. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'assistant en maîtrise d'ouvrage, souvent, surtout sur les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou les PIG, il est payé par la collectivité qui a mis en place l'opération ou le programme et souvent, ils ont quand même un volume significatif de dossiers à traiter par rapport aux effectifs, qu'il arrive à mobiliser sur le dispositif. Ce qui veut dire que pour toute personne qui est en autonomie ou qui a la capacité de pouvoir faire pas mal de choses toute seule, ils vont plutôt venir en second temps, donc pour vérifier si tout se passe bien, s'ils n'ont pas de difficultés, donc ils vont être plus en contrôle ponctuel qu'en présence permanente. Donc c'est aussi à la personne de bien penser à se dire: «Est-ce que là, je me sens par exemple en position de j'ai du mal à maîtriser la question, je préfère que mon assistant maîtrise d'ouvrage, vienne en renfort immédiatement et je le mobilise plutôt que j'attends que ça soit passé et là je dis à mon assistant maîtrise d'ouvrage: «Ah, je suis désolé, mais je pense que j'aurais eu besoin de vous, mais voilà, comment on fait maintenant?» Donc ils ont ils vont pouvoir sur certains secteurs être moins proactifs que ce qu'ils, peuvent l'être, tout simplement parce qu'en fait, ils ne vous ressentent pas forcément toujours en difficulté et comme ils sont noyés sous pas mal de dossiers, eh bien si la difficulté semble apparaître, il faut les mobiliser de suite plutôt qu'attendre qu'ils reviennent vers vous parce qu'ils vont plutôt se concentrer sur les personnes qui sont dès le départ plutôt en difficulté et donc ils vont mettre les effectifs sur les gens qui ont besoin d'un suivi de A à Z plutôt que les personnes qui en ont un peu moins besoin malgré tout. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un petit conseil que je peux vous apporter, c'est s'il y a besoin, anticiper la présence de l'assistant maîtrise d'ouvrage plutôt que d'attendre que ça soit passé et de se dire: «Hop, je regrette, j'aurais bien aimé qu'il soit là». Hem, Sinon, les aides, je vous les ai déjà dit, mais je répète, c'est 70 pour les très modestes et 50 pour les modestes avec un plafond de travaux de 22 000 € hors taxes. Sur, le territoire métropolitain, il y a différents dispositifs qui se chevauchent, donc c'est un peu complexe puisque depuis le 1er janvier 2025, on a quelque chose, qui a été mis en place, qui s'appelle le pacte territorial Aix-Marseille Métropole.
pacte métropolitain vise à renforcer les aides, toutes, adaptation, rénovation, mise en conformité. Et sur l'adaptation, il y a 10% de majoration de l'aide. Donc en fait, l'aide est soit de 80%, soit de 60% sur 22 000 euros hors taxe de travaux. Maintenant, sur ce territoire, il y a aussi des opérations qui sont en place, des OPA ou des PIG en fonction des communes ou des intercommunalités qui étaient existants avant la mise en place du pacte. Et donc, ils vont aller jusqu'à leur terme pour l'instant. C'est ce qui est prévu. Les élus sont en train de discuter pour voir si une évolution afin de bénéficier des aides du pacte n'est pas mobilisable, même avec des opérations déjà en cours, mais ce n'est pas du tout fait. Donc pour l'instant, on garde le principe que s'il y a une opération d'amélioration de l'habitat ou un programme d'intérêt général qui est en place, c'est les bonifications prévues par ce dispositif, s'il y en a, qui vont s'appliquer et pas la bonification du pacte métropolitain. Donc, pour l'instant, les 10% de majoration ne s'appliquent que là où il n'y a pas d'opération en place. Ça, après, nous, on peut, en cas d'appel, vous indiquer si vous êtes sur un secteur avec une opération ou pas, et donc est-ce que vous avez la bonification ou pas. Il faut savoir que sur certains programmes d'intérêt généraux ou sur certaines opérations, il n'y a pas une bonification de l'aide, il y a par contre une bonification du plafond de travaux. Donc, il peut être porté à 25 000 euros hors taxe, notamment. Ce n'est pas tout à fait équivalent, mais ça permet quand même de s'y retrouver. Il y a d'autres endroits où la seule chose qui est apportée par le programme d'intérêt général ou l'OPA, c'est la prise en charge à 100% par l'assistant en maîtrise d'ouvrage, ce qui est déjà pas mal. L'aide est normalement versée sur transmission des factures. Alors oui, on sait, on parle toujours d'aide en indiquant oui, on va vous aider à faire les travaux, mais en fait, ça implique quand même d'avoir la capacité financière de réaliser les travaux en amont. Donc, il est naturellement possible de faire une demande d'avance, c'est 70% maximum du montant de l'aide, sachant que l'aide n'est que de 50 ou 70% sur un plafond de travaux, attention, hein. Donc c'est un petit calcul à opérer pour savoir combien on peut avoir d'avance de subvention à chaque fois, mais ça peut permettre de payer notamment l'acompte au professionnel, la première tranche ou la deuxième tranche de travaux, et éventuellement de négocier avec lui, réaliser la facture d'achèvement de travaux pour pouvoir débloquer le reste de la subvention et le payer avec ce qui reste, au besoin. Ça, tous les professionnels ne l'acceptent pas. Certains n'ont pas les fonds de trésorerie pour accepter de procéder de la sorte parce que ils ont besoin de pouvoir continuer à faire des chantiers et ils n'ont pas les réserves pour pouvoir attendre que l'ANA vous paye pour être payés eux aussi. Donc ça s'anticipe aussi avec le professionnel. On lui pose la question vraiment en amont. On voit si c'est faisable, notamment pour ceux qui n'ont pas forcément de quoi avancer la totalité des fonds. Et, et on agit en conséquence. Sinon, après, c'est soit mobilisation d'autres dispositifs, mais la plupart d'entre eux sont sur transmission des factures, encore une fois, pour le paiement, ou recours à un crédit quand il n'y a vraiment pas d'autre choix. Mais là, on s'oriente vers les banques avec le risque que la banque refuse naturellement, puisque on n'a pas toujours la solvabilité pour pouvoir mobiliser une banque, hein, évidemment. Alors, quelle démarche pour ma prime adapte? Alors, vous voyez là une petite fiche parcours de la part du réseau France Rénov. Donc, on fait appel à un conseiller France Rénov. Donc, dans les Bouches-du-Rhône, c'est la DIL, c'est-à-dire nous. Le conseiller France Rénov vous présente les aides que vous pouvez mobiliser, vous oriente sur la démarche à réaliser, donc comment on la fait et comment on se met en relation avec son assistant à maîtrise d'ouvrage. Alors, petit aparté là-dessus. La demande, elle se fait sur le site internet que vous voyez indiqué ici, monprojet.ana.gouv.fr. Que vous soyez propriétaire occupant, bailleur, copropriété ou locataire, tout se fait au même endroit. Alors, point important parce que l'ANA ne le mentionne pas, nulle part, pour les locataires, c'est dans la catégorie propriétaire occupant que l'inscription va se réaliser. Pas de choix. Et si vous voulez avoir toutes les informations sur comment on fait les démarches, quelles sont les aides, quels sont les montants mobilisables, pour le territoire métropolitain, il faut passer par Allo Métropole Rénov, donc le numéro s'affiche, et hors métropole, donc c'est directement à la DIL, sur notre ligne directe, tous les matins de 9h à 12h30. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le formulaire est un peu vieux, mais il n'y a plus de demande papier, comme je vous disais. Je suis désolé, c'est fini. Alors, les autres aides. Le crédit d'impôt aide à la personne, on vous en ai parlé au tout début. Il est régi par le Code général des impôts. Il a été très récemment annoncé. Alors, on verra avec la loi de finances définitive, attention, hein. Donc, normalement, il devrait être prolongé pour 2 ans.
C'est ce qui est dans la loi de finances pour 2026. On attend de voir si tout passe tel quel, évidemment. Pour l'instant, il est jusqu'au 31 décembre 2025. La liste des travaux est prévue donc, en annexe 4 de l'article 18 ter du CGI. Il faut être sur un GIR 1 à 4 sans condition d'âge ou avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50%. Les revenus sont ceux donc supérieurs à ma prime adapt, donc on est au moins dans la catégorie intermédiaire. Et après, on a des plafonds qui sont fixés par pareil, le gouvernement chaque année. Donc, pour une personne seule, c'est 31 394 pour la première part. Et là, alors, bizarrement, on va compter en part fiscale. On ne va plus compter en nombre d'occupants, contrairement à ma prime adapt, en part fiscale. Donc, il faut bien faire la distinction, pour le coup. Le crédit d'impôt, c'est 25% de la dépense dans la limite de 5 000 euros de travaux pour une personne seule, ou divorcée, ou veuve, et de 10 000 euros pour un couple marié soumis à imposition commune et majoré de 400 euros par personne à charge. Donc, dans tous les cas, ça reste toujours 25% du montant des travaux sur un plafond de 5 000 ou de 10 000 qu'on peut majorer en fonction du nombre de personnes à charge. Le crédit d'impôt, c'est comme tout crédit d'impôt, donc on le déclare sur sa prochaine déclaration d'impôt. Donc on déclare les travaux, on tient les factures à disposition au cas où, et ensuite, naturellement, l'État se chargera de faire le crédit d'impôt. Les autres aides mobilisables, bon, alors là-dessus, on n'a pas forcément le temps d'entrer dans le détail, on ne les maîtrise pas tout à l'absolu, puisque c'est plus trop notre rôle à ce stade, mais c'est cumulable avec ma prime adapt. On va avoir l'allocation personnalisée d'autonomie, la prestation de compensation du handicap et l'AEEH, ainsi que les mutuelles, ou même la complémentaire retraite, qui peuvent rajouter quelque chose, souvent permettant d'atteindre pas forcément jusqu'à 100% des travaux, mais dans certaines hypothèses, oui, on peut dépasser le 90% de subvention. Voilà, je pense vous avoir présenté de façon assez succincte, peut-être un peu trop longue, l'ensemble MaPrimeAdapt et les obligations bailleurs locataires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, super. Merci beaucoup, en tout cas. Succincte, non, je trouve que Ouais, ouais. vous êtes rentré bien dans le détail et tout. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Il n'y a pas eu de réaction. Alors, soit effectivement c'était extrêmement complet, soit effectivement ça attendait cette partie donc qui va débuter. Et il y a une première question, c'est quoi? Où peut-on trouver la mise à jour des plafonds pour 2026? Est-ce que c'est sur le site de l'ANA qu'on pourra trouver Alors, ça? vous allez tout retrouver sur normalement France Rénov, l'ANA, Service public, et puis après généralement le ministère, la plupart des ministères qui tournent autour de l'évolution des plafonds de ressources vont communiquer d'une façon ou d'une autre. Généralement, c'est dans les 15 premiers jours de janvier que c'est communiqué, si tout va bien. L'an dernier, on l'avait eu tardivement à cause des complexités à établir un budget. Cette année, je ne vous fais aucune promesse, évidemment. Super. Pour répondre à la seconde question, c'est plutôt pour nous, effectivement. Donc, aura-t-on accès à l'enregistrement pour le transmettre aux collègues absents ce jour? C'est exactement pour cette raison que sont enregistrés donc les rendez-vous pro et qui seront disponibles donc sur la chaîne YouTube de Provence Santé Coordination. Il faut juste me laisser quelques petits jours histoire de couper un peu le début, un petit peu la fin, enfin en tout cas de garder l'essentiel, et ensuite ça sera diffusé. On a une autre question. Est-ce que les numéros proposés sont toujours d'actualité? Donc j'imagine que vous parlez des numéros peut-être dans le parcours qu'on voyait avant. Est-ce que sur le PowerPoint, c'est toujours d'actualité? J'imagine Oui. que oui. Alors, Allo Métropole Rénov', ça a changé de nom. C'était avant Allo Rénov' Énergie quand le département était encore sur le dispositif. Donc, le numéro n'a pas changé. C'est juste qu'il est réservé maintenant à l'échelle métropolitaine, purement et simplement. Et hors métropole, c'est le numéro de la DIL. Donc, il n'a jamais changé. Il est disponible. On est dur à joindre. Donc, je vous conseille d'essayer soit à 9 heures tapante, soit à partir de midi où c'est un peu plus calme. Super. Effectivement, alors je ne sais pas si ça concerne toutes les communes de Durance-Alpi, mais on n'est pas dans la métropole, pardon. Donc effectivement, c'est le numéro de la DIL. Est-ce que, voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques ou des constats peut-être, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'avais des questions
sur l'avance de frais, il y a eu, alors je ne sais pas si une évolution par rapport à ça, mais il me semblait qu'avant c'était un petit peu moins que les 70% annoncés. Donc ça c'est plutôt Oui, bien tout à parce fait. qu'effectivement, quand on s'adresse voilà, sur des aides financières, ben, on est sur des personnes qui malheureusement n'ont pas des ressources. Et c'est vrai que nous, ça a été le frein sur plusieurs dossiers que de ne pas pouvoir avancer en fait. Et donc bah, du coup, ça a mis en difficulté la personne parce que l'arrêt du dossier a été fait. Et là, à hauteur de 70%, voilà, ça peut Non, peut-être c'est très effectivement. bien. Après, là où c'est compliqué, c'est que pour un dossier classique, comme vous n'avez pas d'avance dessus, quand vous ne faites pas d'avance de subvention, en tout cas, dès que le dossier est déposé, donc même pas besoin d'attendre la validation du dossier, on peut débuter les travaux. Donc ça permet d'aller assez rapidement, entre Hmm. guillemets, sur la réalisation de la prestation d'adaptation du logement. Sur un dossier où il y a demande d'avance de subvention, on ne peut pas débuter les travaux tant que le dossier n'a pas été validé en commission. Donc pour les Eh oui. personnes pour qui c'est urgent, oui, des fois l'avance de subvention est le critère rédhibitoire pour pouvoir réaliser les travaux, mais en même temps, il y a aussi urgence. Or, alors, sur le territoire métropolitain, dernière nouvelle qu'on avait, donc c'était au début de l'été, ils avaient à peu près 4 mois de retard dans l'instruction des dossiers. Donc ça en dit long sur la capacité à pouvoir urgemment réaliser les travaux quand on fait une demande d'avance de subvention. Hors métropole, c'est la DDTM qui continue à gérer les dossiers. Là, on n'a plus trop de retours, vu qu'ils ont beaucoup moins de dossiers à traiter qu'avant. On peut s'attendre à ce que le délai soit quand même un peu plus court. Mais dans tous les cas, c'est une commission par mois. Avant, ils étaient au moins une commission par mois. Je ne pense pas qu'ils aient doublé ou triplé le volume de commissions. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même un mois d'attente. Même pour les personnes qui font une demande de subvention en métropole, il y a au moins un mois d'attente, hein, dans les délais les plus courts, à partir du dépôt du dossier. Ok. Une autre question concernant les numéros de téléphone. Par rapport à ces numéros, donc c'est à destination des professionnels comme des particuliers, et est-ce qu'il y aurait une ligne directe ou un interlocuteur direct ou privilégié pour les professionnels? Alors, pour les pros, il y a bien sûr une ligne directe. Par contre, sur le territoire métropolitain, comme il y a en fait un suivi des statistiques, etc., c'est vraiment Allo Métropole Rénov qui reste la porte d'entrée, malheureusement. Hors territoire métropolitain, je peux naturellement vous donner le numéro. Par contre, il ne sera pas à communiquer au grand public, donc ni sur la chaîne YouTube, ni auprès de vos usagers, puisqu'il est réservé exclusivement aux pros. C'est Ok, super. Bon, on coupera, enfin, je couperai à ce moment-là et je demanderai aux gens de pouvoir nous le présenter, enfin, nous le demander s'ils en ont besoin. Super. Super, super. On parlait tout à l'heure, avant que la présentation démarre, et puis quand tout le monde se connectait, sur les permanences, vous disiez qu'il y en avait donc une petite quarantaine qui va peut-être tendre à diminuer. Mais est-ce que du coup, il y a un planning, pareil, Oui, sur le site de l'ANA ou autre, où est-ce qu'on peut sur trouver notre ça, site. s'il vous plaît? Sur le planning de la DIL, vous avez toutes nos permanences. Donc sur la page d'accueil, vous avez un petit hangar avec une carte. Juste en dessous, le calendrier des permanences de la DIL. Il suffit de cliquer, de suivre les liens. C'est un fichier PDF de 3 pages avec, pour l'année, toutes les permanences qui ont lieu. Donc là, on a le calendrier pour 2025. On publie généralement en ligne le calendrier de l'année suivante dans la dernière dizaine de jours de décembre, histoire de Mhm. ne pas avoir la publication trop tôt dans l'année, puisque sinon les gens peuvent des fois se tromper du coup d'un calendrier à l'autre. Généralement, c'est dans tous les cas les mêmes créneaux. Donc, par exemple, si on vous dit que c'est tous les premiers lundis du mois qu'on est sur telle commune, ça ne changera pas l'année suivante. C'est juste qu'on ne vous mettra pas la date précise. Ça sera à vous de regarder avec un calendrier de 2026 si vous voulez déjà anticiper. Notre fonctionnement, c'est vraiment pas des dates spécifiques, c'est des jours spécifiques. Super. Super, super. Donc, on a déjà effectivement les personnes qui doivent s'en aller. En tout cas, on vous remercie vivement donc, pour cette présentation très complète. Alors attendez, il y en a une dernière. Les personnes en GIR 1 à 4 doivent-elles attendre les mêmes délais de commission pour prétendre à la mise en place des travaux? Malheureusement, alors, encore une fois, s'il n'y a pas de demande d'avance de subvention, il n'y a pas de problème. Concrètement, dès que le dossier est déposé, vous pouvez foncer sur vos travaux. Par contre, s'il y a une demande d'avance de subvention, ça fait partie des règles de l'ANA, c'est pour que les travaux débutent en cas d'avance de subvention, il faut que la commission ait validé les travaux et donc le déblocage des fonds. Super. Et là, le problème, c'est la capacité administrative à traiter la demande. Super, merci. En tout cas, là, voilà, on a fait le focus sur ma prime adapt. Comme
Monsieur Godefroy le disait en début en introduction, la deal est beaucoup plus large que ça, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet, à les contacter ou autre, parce que ça brasse toutes les informations liées au logement. Donc là, voilà, c'était ce focus adaptation, mais il y a aussi tout ce qui est relations de voisinage, enfin des conseils, les droits et les devoirs, aussi bien des locataires, des propriétaires. Enfin, il y a vraiment énormément de choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter leur site et ou les contacter, hein. Ça fonctionne très très bien.